Je m'appelle Gulbar. J'ai vécu pendant 3 ans dans les camps de concentration chinois et le 21 août 2019, j'ai pu retrouver ma famille en France. Il nous était interdit de parler ouïghour entre nous. Il y avait des caméras qui nous surveillaient en permanence. Gulbar Aitiwaji est ouïghour, l'une des 56 minorités ethniques chinoises de confession musulmane. Elle a publié le 13 janvier le livre « Rescapé du goulag chinois », coécrit avec la journaliste française Rosen Morga pour raconter ses 3 ans d'incarcération dans un camp de rééducation. Ce témoignage apporte des éléments nouveaux sur la condition des Ouïghours en Chine. Comment ce peuple est-il persécuté par les autorités? C'est le sujet de notre nouvel épisode de Cartes sur table. Située à l'extrême ouest du pays, la région autonome du Xinjiang s'étend sur une superficie 3 fois supérieure à celle de la France. Cette région, qui constitue 1/6 de la Chine, présente plusieurs particularités. D'abord, sa population. Ce territoire abrite différentes ethnies pratiquant l'islam sunnite, parmi lesquelles le peuple ouïghour, qui représentait un peu moins de 46% de la population du Xinjiang selon le recensement de l'année 2010. Contrairement aux Han, l'ethnie majoritaire en Chine, les Ouïghours parlent une langue proche du turc. Certains Ouïghours, partisans d'une plus grande autonomie, désignent d'ailleurs la province sous le nom de Turkestan oriental. En langue persane, Turkestan signifie le pays des Turcs. L'influence de la Chine sur cette région d'Asie centrale remonte à l'Antiquité. Ce qui a fait du Xinjiang un territoire hautement stratégique, c'est sa situation géographique. La province se trouve en effet au cœur de la route de la soie antique, un réseau permettant les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Europe. Après avoir connu 2 brèves périodes d'indépendance au début du XXe siècle, le Xinjiang, qui signifie « nouvelle frontière » en mandarin, est rattaché à la République populaire de Chine en 1949. Dans les années 50, Mao entreprend de gommer les spécificités régionales afin d'étouffer les revendications des minorités et d'uniformiser le pays. L'alphabet arabe est supprimé en 1957 pour imposer l'usage des caractères chinois, et Pékin encourage la migration des Han vers les régions peuplées de minorités. Depuis lors, la part des Han dans cette région a très nettement augmenté au détriment des populations minoritaires, comme on peut le voir sur ces 2 cartes. Entre 1949 et 2014, elle est passée de 6 à 40%, tandis que la part des Ouïghours chutait dans le même temps de 75 à 46%. Aujourd'hui, on estime qu'environ 11,5 millions de Ouïghours vivent dans cette région. Dans son témoignage paru mi-janvier, Gulbar Aitiwaji raconte que le Xinjiang, terre désertique mais riche en pétrole, a fait l'objet d'une colonisation en règle. Au fur et à mesure du développement des raffineries, la ville se sent étendue sous les coups des pelleteuses chinoises. Le rouge du communisme les a envahis avec force lampions, banderoles et drapeaux. Et les Ouïghours, en parallèle, subissent des discriminations grimpantes. À la fin des années 80, elle raconte par exemple que de nombreuses offres d'emploi relayées par les journaux affichent la mention « pas de Ouïghours ». La politique répressive de Pékin à l'égard des Ouïghours s'accompagne de tensions ethniques croissantes avec les Han. Ces tensions atteignent un point de non-retour le 5 juillet 2009. Ce jour-là, plus d'1 millier de Ouïghours se livrent à des agressions anti-Han à Urumqi, en représailles de violences commises contre des ouvriers ouïghours dans une autre province. Le surlendemain, des Han s'en prennent à leur tour aux Ouïghours sans qu'on connaisse le nombre exact de victimes causées par cette revanche. Ces sanglants affrontements interethniques auraient fait près de 200 morts, parmi lesquels une majorité de Han et quelques 2000 blessés. Après les émeutes mortelles de l'été 2009, une partie de l'opposition ouïghour se radicalise, revendiquant la création d'un État islamique au Xinjiang. Plusieurs attentats revendiqués par le Parti islamique du Turkestan sont commis dans les années qui suivent. De son côté, Pékin accentue sa politique sécuritaire au Xinjiang. Outre le motif de l'extrémisme religieux invoqué par les autorités, il faut mentionner un autre facteur pouvant expliquer la volonté de contrôle du régime sur cette région. En 2015, le président Xi Jinping officialise le début d'une grande initiative baptisée Route et Ceinture. Elle est destinée à instaurer de nouvelles routes de la soie, maritimes et terrestres, pour développer le commerce avec l'Europe. Les routes ferroviaires vers l'Europe passent par le Kazakhstan et la Russie. Le Xinjiang, comme on peut le voir sur cette carte, se trouve donc à un emplacement hautement stratégique.
Mais c'est en 2016, un an plus tard, que la situation au Xinjiang connaît un tournant majeur, avec la nomination à la tête de la région autonome d'un certain Chen Quanguo. Cet homme dirigeait auparavant la région autonome du Tibet de 2011 à 2016, où il est considéré comme l'architecte de la surveillance de masse. Il y a créé plusieurs centaines de postes de police de proximité destinés à quadriller le territoire par zone géographique, en s'appuyant sur les technologies de la vidéosurveillance. Il a également favorisé les mariages interethniques entre les Han et les Tibétains. Certains, comme l'écrivaine et activiste Tsering Walser, dénoncent une tentative pour diluer la culture tibétaine. Dès sa nomination au Xinjiang en 2016, la province connaît à son tour un virage sécuritaire. En 2017, le nombre d'arrestations pour crimes au Xinjiang est multiplié par 8 par rapport à l'année précédente. L'année 2017 marque aussi la création de ce que Pékin présente comme des centres de formation professionnelle destinés à lutter contre le terrorisme. Cette carte a été réalisée à partir des données de l'Institut australien de stratégie politique, l'ASPI, un organisme public de réflexion sur les questions de défense. Cet institut a lancé en septembre 2020 le Xinjiang Data Project. En s'appuyant sur des images satellites, les chercheurs ont entrepris de cartographier les camps de rééducation, de détention et les prisons construits depuis 2017 pour détenir les Ouïghours et autres minorités chinoises. Ils en ont identifié pas moins de 380. Et le nombre total de camps pourrait grimper jusqu'à 1200 selon les données présentées en 2018 par le chercheur allemand Adrian Zenz, spécialiste de la répression des Ouïghours. Le témoignage de Gulbahar Aitiwaji donne un aperçu du quotidien des femmes détenues dans l'un de ces camps. Elle dit avoir subi un lavage de cerveau constant, 11 heures par jour, à la gloire du régime chinois. Elle affirme également avoir subi 2 fois par an des injections présentées comme des vaccins contre la grippe, apprenant par la suite l'existence de cas de stérilisation forcée de femmes ouïghours. En dehors du système des camps, un rapport publié en décembre 2020 par l'organisation américaine Center for Global Policy dénonce l'ampleur du travail forcé des minorités au Xinjiang. Rédigé là aussi par Adrian Zenz, ce rapport indique que près d'un demi-million de Ouïghours seraient contraints de travailler dans les champs de coton du Xinjiang. Sachant que 85% du coton produit en Chine vient de cette province, le chercheur estime: dans le monde, chaque personne qui porte un vêtement ou un accessoire qui comprend une fibre de coton produite en Chine doit envisager la forte probabilité d'être bénéficiaire du travail forcé des Ouïghours. Si les informations qui parviennent à passer le filtre de la censure chinoise restent rares, les rapports de ce type se multiplient depuis 2018. À tel point que la persécution des Ouïghours est devenue un point de blocage entre la Chine et l'Union européenne, qui négocient depuis 2014 un important accord commercial. La France, par exemple, a déclaré qu'elle soutiendrait l'accord à condition que Pékin s'engage à abolir le travail forcé. Le gouvernement chinois s'est toutefois félicité le 30 décembre dernier de l'avancée historique des négociations après la conclusion d'un accord de principe avec Bruxelles. Quant au gouvernement américain, engagé dans une guerre commerciale avec la Chine, il a condamné le 19 janvier un génocide et des crimes contre l'humanité commis par Pékin contre les Ouïghours. L'administration Biden, qui a pris ses fonctions le lendemain, utilise elle aussi le terme de génocide. Ces révélations sur les Ouïghours, de plus en plus fréquentes, risquent fort de rester dans les prochains mois une épine dans le pied pour l'État chinois.